Bienvenue. Allez, oublions un instant la Renaissance, les Lumières, parce que la vraie naissance de l'université moderne, celle de la pensée critique qu'on connaît, eh bien elle remonte à beaucoup plus loin, à une période qu'on oublie souvent, le XIIe siècle. C'est là qu'une véritable révolution scolaire a discrètement redéfini toutes les bases du savoir en Occident. Du coup, la grande question, c'est celle-ci. Après des siècles de ce qu'on pourrait appeler une hibernation intellectuelle, comment l'Europe a-t-elle pu d'un coup se réveiller et carrément réinventer sa manière d'apprendre? On va explorer ensemble les rouages de cette renaissance assez inattendue. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de cette révolution, il faut d'abord prendre la mesure du silence qu'il y avait avant. Parce qu'avant l'explosion, il y a eu un très long déclin, un effacement progressif de la culture, de l'enseignement en Europe. Cette chronologie, elle retrace une sorte de lente agonie. Regardez bien, au VIe siècle, les dernières écoles romaines disparaissent. Puis, on a la tentative de Charlemagne, une petite lueur d'espoir, mais qui ne suffit pas à inverser la tendance. Et le coup de grâce, il arrive quand les monastères, qui étaient les derniers bastions du savoir, commencent eux aussi à fermer leurs portes au monde extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que ce retrait, ce n'est pas du tout un accident. Non, c'est un vrai choix idéologique. Cette citation de Saint Jérôme, elle devient le mantra des réformateurs de l'époque. Le moine est un pleurant, pas un docteur. En d'autres termes, son boulot, c'est de prier pour le monde, pas de lui faire la leçon. Et cette idée, poussée à l'extrême, va littéralement assécher les sources du savoir et créer un vide éducatif immense en Europe. Mais c'est de ce vide que va naître quelque chose de totalement nouveau. Le savoir renaît, non pas de manière uniforme, partout pareil, mais en explosant dans des foyers bien précis. Une nouvelle carte intellectuelle de l'Europe est en train de se dessiner sous nos yeux. Alors, on a trois grands pôles qui émergent, chacun avec son style, sa spécialité si on veut. La vallée de la Loire, c'est le pôle de l'élégance, là où on cultive les classiques latins, l'art de bien parler. Lens, c'est le pôle de la rigueur, le grand centre pour les études de la Bible. Et enfin, il y a Paris, qui devient l'épicentre d'une discipline nouvelle et explosive, la dialectique, c'est-à-dire l'art du débat logique. Et pour bien comprendre ce nouveau monde, rien de tel que de suivre le parcours d'une des superstars de l'époque, Pierre Abélard. Son itinéraire est une parfaite illustration. Il ne reste pas dans une seule école. Il bouge, il va de la Loire à Paris, puis à Laon, pour piocher dans chaque centre le meilleur de ce qu'il y a à apprendre. Cette mobilité des étudiants, c'est vraiment le signe d'un monde intellectuel en pleine ébullition. Mais attention, le changement le plus radical, il n'est pas sur la carte, il est dans la méthode. C'est là, vraiment, que se joue le cœur de la révolution. Une nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre qui va tout, mais alors tout, changer. Ça s'appelle la disputatio. La disputation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez une sorte de combat de boxe, mais avec des idées. Fini le cours magistral où le maître parle et l'élève se tait et écoute. Maintenant, on fait autrement. On prend une question, on met face à face les arguments pour et les arguments contre, en s'appuyant sur les grands auteurs, et on utilise la logique comme un arbitre pour trouver la vérité. Le savoir n'est plus quelque chose qu'on reçoit passivement, c'est quelque chose qu'on conquiert. Ce tableau, il résume parfaitement le choc des deux mondes. D'un côté, l'ancienne méthode. Le maître transmet, l'élève mémorise. La vérité, elle vient d'en haut, de l'autorité. Point. De l'autre côté, la révolution. La connaissance naît du débat, l'élève pose des questions, et la vérité, c'est le résultat d'une enquête logique. C'est un changement de paradigme complet. On ose penser que la raison humaine peut venir éclairer les textes sacrés, et pas seulement les accepter. Évidemment, une telle audace, ça a provoqué des étincelles. Quand Abélard, avec son fameux livre « Sic et non, oui et non », a osé mettre en évidence les contradictions apparentes dans les textes sacrés pour les résoudre par la logique, il s'est heurté à un mur. Et ce mur, c'était Bernard de Clairvaux, l'homme le plus puissant de l'Église à ce moment-là. Pour Bernard, c'était tout simplement un acte d'orgueil intolérable, une menace directe pour la foi. Bon, toute cette effervescence, toute cette agitation intellectuelle, au début, c'est un joyeux bazar. C'est un peu le Far West du savoir, un marché des idées hyper vivant, mais aussi très chaotique. Et à un moment, il a bien fallu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Imaginez un peu la scène. Un vrai marché libre du savoir. Pas de diplôme, pas de programme officiel. Un prof charismatique, disons comme Abélard, il arrive, il ouvre son école et hop, si son cours est bon, les étudiants se ruent dessus et le payent directement de la main à la main. C'est un système hyper concurrentiel, voire féroce, basé sur la réputation. On le voit bien avec la rivalité acharnée entre Abélard et son ancien maître, Guillaume de Champeaux. Forcément, face à ce bouillonnement un peu chaotique, le pouvoir en place, l'Église, va finir par réagir. Et l'innovation clé pour remettre de l'ordre, c'est la licentia docendi, la licence d'enseigner. Ça veut dire que désormais, pour être maître, il faut une autorisation officielle de l'évêque. En gros, c'est l'Église qui reprend la main, qui certifie la qualité et qui en vante au passage l'ancêtre direct de nos diplômes universitaires. Et le tournant, le vrai moment décisif, c'est ce fameux concile de Latran en 1179.
Là, en quelques décrets, le pape Alexandre III va tout simplement poser les fondations de tout le système universitaire européen. On impose une école dans chaque cathédrale, on exige que l'enseignement soit gratuit pour les clercs et les étudiants pauvres, et surtout, on rend la licencia docendi après un examen obligatoire pour tout le monde. Le Far West est terminé. L'ère de l'université peut commencer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette explosion intellectuelle? Quel est l'héritage durable de cette révolution du XIIe siècle? En fait, presque tout ce qui définit notre université moderne est né à ce moment-là. L'idée d'un diplôme standardisé et reconnu, c'est la licencia docendi. L'idée d'une institution qui regroupe des maîtres et des étudiants, ce sont ces écoles qui s'organisent. Et surtout, l'idée que le savoir progresse par le débat, par la critique et l'argumentation, ça, c'est l'héritage direct de la disputation. On est, en quelque sorte, tous les héritiers de cette révolution. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Quand on voit cette transformation radicale de la pédagogie et des institutions au XIIe siècle, on peut légitimement se demander si notre propre système éducatif aujourd'hui n'aurait pas lui aussi besoin de sa propre révolution. C'est une question qui mérite d'être posée.